Bienvenue dans Radio Vestiaire, le premier podcast qui déshabille les pros du fitness. Notre but, c'est de leur faire dire tout haut ce qui se dit tout bas. Salaire, loyer, conditions de travail, turnover, formation, rétention des talents. Tous les sujets qui animent les coachs sportifs, les salles de sport et par ricochet leurs adhérents sont à l'affiche de cette série sans tabou, destinée à faire tomber les clichés et à apporter de la transparence. Notre but, parler pour rassembler, pour faciliter les relations au quotidien de ces acteurs qui œuvrent pour un même but, la santé physique et mentale du plus grand nombre. Bienvenue dans le premier épisode de la série Fine Sport, Radio Vestiaire. Notre première invitée, c'est Sean. Salut. Salut, tu vas bien ? Ça va, merci et toi ? Super. Super contente de t'avoir dans le podcast ou avec ton logo sur ton t-shirt, j'avais même pas vu. Ouais, ça c'est le côté professionnel. Je reprendrai une photo tout à l'heure alors. Avec plaisir. Pour être sûr. Top. Sean, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît ? Avec grand plaisir, j'ai Sean, je m'appelle 28 ans. Non, mais j'allais lancer comme ça, donc je me suis dit allons-y gaiement. Vas-y. Tu peux utiliser un de tes petits bruits sympas si tu veux. Voilà. Ça commence bien. 1 point pour Flora, 0 point pour Sean. Donc, je coupe pas, hein. Tu sais, j'enregistre tout d'une traite. Pareil. Je coupe jamais. Pareil. Donc avec grand plaisir. Je préfère, c'est mieux comme ça quand même. Les edits c'est sympa, mais le vrai c'est... Authentique jusqu'au bout. Exactement, donc je m'appelle Sean, j'ai 32 ans. Je suis coach sportif, préparateur physique, podcasteur, youtubeur à mes heures perdues. Et donc je coach depuis maintenant 9 ans. Et voilà, on peut étendre un petit peu sur la question si tu veux. Ça dépend combien de temps tu veux passer sur mon parcours. J'ai 1h30 devant moi. Ok. Non, top. On va creuser un petit peu chacune de tes activités après. Donc aujourd'hui sur la partie coach, il y a beaucoup de façons d'être coach. C'est quoi la tienne ? La mienne, c'est beaucoup de... Attends, j'essaie de sortir mes clés de la poche sans faire trop de bruit, mais c'était raté. La mienne, c'est... J'ai besoin de beaucoup de variété. Comme on a échangé un petit peu avant l'enregistrement, j'ai énormément de peine, maintenant en tout cas, à faire la même chose pendant des heures et des heures. Donc, dans mes premières années de coaching, j'ai fait des journées entières dans la même salle avec 6, 7, 8, 9 heures de clients back-to-back non-stop et plusieurs jours par semaine. Et ça me convenait, ça me plaisait à ce moment-là. Mais aujourd'hui, quelques années plus tard, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais clairement plus le faire. Pour moi, en tout cas. Je pourrais le faire mentalement et physiquement, mais émotionnellement, si j'ose dire, c'est pas vraiment quelque chose qui me fait, c'est plus quelque chose qui me fait kiffer. Et je pense qu'une des réalisations en revenant ici, parce que j'étais au Canada pendant plusieurs années, une des réalisations en revenant ici, c'est que les coachs, on a la chance de faire un métier qu'on adore. Et c'est facile quand même de s'enfermer dans une prison dorée où tu vas faire des trucs que tu n'as peut-être pas nécessairement envie de faire, mais tu te dis maintenant, mais je suis obligé parce que... Et qu'au final, pendant un certain temps, oui, je te cache pas que les 4, 5, 6 premières... les 4-5 premières années, en tout cas les 3-4 premières années... On réduit, plus on avance, plus on réduit la durée quand même. Oui, mais j'essaye de... C'était difficile parce qu'il y avait 2 départs. Il y avait le départ au Canada quand j'ai commencé à coacher. Et après, on est revenu ici il y a maintenant bientôt 3 ans. Et donc, il y avait un relancement des activités plus ou moins de zéro. Donc, j'essaie de calibrer un peu entre les deux, ce qui n'est pas toujours facile. J'ai perdu mon fil de... Tu disais que les premières années, peut-être, tu choisissais moins ou t'enchaînais plus les heures de coaching. Exactement, merci. Donc, ouais, je choisissais moins. S'il y avait du boulot, je le prenais. Ouais. Et si je pouvais enchaîner et faire des sous, je le faisais. Et donc, c'est vrai que les 2-3 premières années, tu prends tout ce qu'il y a. Et j'ai la chance maintenant, je dirais, d'être dans une situation où je peux décider ce que je choisis de faire, comment je choisis de m'organiser, avec qui je décide de travailler, quelle proportion je fais de personal training, de préparation physique, d'autres activités que j'ai à côté, comme je l'ai mentionné avant. Et c'est extrêmement important pour moi, étant dans cette position cette situation où j'ai maintenant le choix, de faire les bons choix pour moi. Parce que sinon, encore une fois, je pense que c'est un peu le monde à l'envers, d'être entrepreneur et ensuite de faire des trucs qui ne te plaisent pas, alors que tu as le choix. À mon avis, ça va un petit peu à contresens. Ok, tu m'as lancé sur 200 prochains sujets, merci. Avec plaisir. Aujourd'hui, pour faire concret, comment tu répartis une semaine, des heures de personal training pur et dur ? T'en fais combien ? Ça représente combien de temps ? Et tes autres activités, ça représente combien de temps ? Donc là, grâce à ma femme, je suis très bien organisé cette année parce que je te cache pas que la fin de l'année dernière, quand tu m'avais déjà contacté
la première fois pour essayer d'organiser un enregistrement, c'était un petit peu Bagdad en termes de mes horaires, en termes de... Bon, on avait des factures à payer, il y avait des choses à faire, donc il y avait des heures à rentrer, ça c'était clair. Et donc c'était un petit peu all hands on deck et toutes les heures que je pouvais prendre, je les prenais. Ça c'était octobre, novembre l'année dernière. Là maintenant on a pu passer un cap important et du coup on s'est posé à Noël, enfin pendant les vacances, pour organiser un petit peu ma semaine de travail parce que Sean adore travailler et Sean adore son travail et Sean pourrait travailler H24, mais j'ai une femme, j'ai un enfant et il faut quand même que je trouve un petit peu de temps à passer à la maison, c'est important. C'est important pour moi aussi, pas juste pour ma famille, mais pour moi aussi parce que mentalement j'en ai besoin et je sais que ça me fait beaucoup de bien, mais j'ai tendance à pas prendre le temps. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est posé pour organiser tout ça. Et donc maintenant, en gros sur ma semaine, j'ai 3 jours où je fais que du coaching privé. Ok. Soit à la salle, soit à domicile. J'ai entre 15 et 22 heures par semaine de coaching privé. Et ça me laisse encore 2 jours où je fais un jour que je dédie aux séances de testing physiologique que je fais maintenant. Un jour, alors c'est pas tout à fait un jour par semaine, c'est 3 jours par mois. Mais voilà, plus ou moins un jour par semaine. Et le 5e jour, c'est administratif. Donc je fais une journée de bureau en gros, où je fais administratif, consultation, Zoom, etc. Le matin, c'est le vendredi, et l'après-midi, j'enregistre mon podcast. Ok, tous les vendredis. Mm-hmm. Comment tu te compares aux autres coachs que tu peux avoir autour de toi ? Tu as l'impression que tu es un ovni, entre guillemets, d'avoir ce genre d'organisation, ou est-ce qu'il y en a d'autres que tu vois évoluer à peu près comme toi ? J'ai du mal à conceptualiser l'emploi du temps exact des coachs avec qui je travaille. Ouais. Je travaille assez étroitement avec David Rivera qui a Basics Overall Fitness and Martial Arts à Vic, qui est une salle qui il regroupe énormément de différentes pratiques sous un seul toit. C'est extrêmement enrichissant comme environnement. Je sais que lui, il coach des groupes training avec ses adhérents. Et il a des coachings privés également. Je crois qu'il a encore 2-3 interventions à l'extérieur aussi. Mais honnêtement, je ne passe pas assez de temps directement avec d'autres coachs pour te dire comment est-ce qu'ils organisent leur temps. Je pense en tout cas, j'ai peut-être tort, mais je pense à être un peu plus diversifié dans mes activités que la plupart des coachs peut-être. Mais ça fait aussi 9 ans maintenant, je crois 8 ans, 9 ans que je coach. Et j'ai trouvé un peu mon équilibre avec toutes les choses que j'aime faire et les choses que je veux faire et que je veux encore développer. Et donc, moi, ça me convient bien. Mais je conçois que ce soit peut-être pas la même chose pour tout le monde. C'est une très belle transition sur la durée parce que justement, tu disais, je fais plus de choses que je pense certains coachs. Et en même temps, ça fait aussi un certain nombre d'années que tu coaches, donc que tu as pris le temps d'évoluer. Et effectivement, on en parlait tout à l'heure, les études montrent que les coachs aujourd'hui, tout type confondu, que ce soit coach de cours, coach accueil, coach polyvalent ou personal trainer, restent entre 2 et 5 ans dans le métier uniquement. Donc peut-être qu'effectivement, tu peux être aussi un modèle de comment on peut évoluer et rester un peu plus longtemps dans le métier. J'espère. Si je peux faire ça pour quelqu'un, c'est cool. Ça me plaît. Est-ce que tu t'es déjà posé la question dans les périodes justement où tu faisais que du coaching et où au moment où tu t'es dit non mais là c'est trop, je peux plus, est-ce que tu as déjà pensé à arrêter ou est-ce que justement comment tu as trouvé ces solutions de diversifier ton emploi du temps ? Arrêter, c'était jamais une solution. La grosse transition qui s'est faite, c'est quand on est revenu, parce que donc, j'étais au Canada pendant 7 ans. J'ai rencontré ma femme là-bas, à Vancouver. Je pratiquais le rugby avant, donc on s'est rencontrés lors d'une soirée bien arrosée du club de rugby local. Troisième mi-temps, comme on les connaît. C'était une grosse troisième mi-temps, ouais. C'était la troisième mi-temps de l'année, en gros, pour le club en tout cas, donc c'était bien. Je ne pensais pas rencontrer ma femme dans un cadre comme ça, je te le dis clairement, mais c'est fait et ça marche bien, donc voilà. On a une belle histoire à raconter, quoi qu'il arrive. Mais donc, j'ai passé 7 ans là-bas. Et ensuite, quand on est revenu ici, il y a pendant un court instant, on va dire, j'ai vécu avec l'illusion de me dire
on revient ici et c'est pas que j'aimais pas coacher parce que c'était vraiment quelque chose que j'adorais faire, mais c'était plus un changement de vie pour nous de revenir ici, d'être proche de ma famille, d'avoir peut-être entre guillemets un nouveau départ si on veut. La situation à Vancouver n'était pas super facile. Les loyers sont très élevés, la vie est très chère et les salaires sont très bas. Donc, c'était pas super facile. Et en plus, on n'était pas vraiment chaud pour rester dans une grande ville. Et puis, c'est ma femme qui a proposé en fait qu'on revienne en Suisse, qui a mentionné l'idée. Ça m'a pris 3 secondes 7 pour réfléchir et j'ai dit ouais, en fait, c'est marrant parce que j'avais jamais imaginé, ou j'avais jamais pensé en fait. Je suis parti d'ici après avoir fait mon service long, après être parti 6 mois en Australie, on peut dire des gros mots sur ton podcast? Oui. J'en avais ras le cul la Suisse et je voulais juste partir, ce que j'ai fait et je suis très content que je l'ai fait. Et après ça, j'ai jamais repensé à revenir en Suisse en fait. Pas que j'étais super amoureux de l'Amérique du Nord ou quoi. Il y a plein de choses que j'ai ramenées que je pense étaient très positives pour moi. Mais en même temps, j'étais jamais très attaché à l'endroit où on était. Et donc, quand elle a mentionné le fait de revenir en Suisse, où j'ai ma maman qui nous aide beaucoup avec notre fils maintenant, avec qui on s'entend très bien, on est très proches. Mon frère qui est encore ici aussi. Et j'ai passé plus de 20 ans ici, donc j'ai quand même un réseau qui est assez conséquent. Donc l'idée de revenir ici semblait être une bonne idée. Et en même temps, comme je t'ai dit avant, peut-être l'opportunité, en tout cas pendant un instant, dans ma tête de me dire peut-être on remet les pendules à zéro. Je travaillais beaucoup en tant que coach sportif au Canada, je faisais beaucoup d'heures, donc je ne suis pas beaucoup à la maison. Donc de se dire est-ce qu'on peut trouver un compromis? Est-ce que peut-être trouver un job et puis bosser pour quelqu'un et puis, tu sais, pointer et recevoir ton salaire et puis faire des trucs cool à côté? Elle est restée combien de temps dans ta tête, cette idée-là? Alors, je ne sais pas si c'est le contexte dans lequel j'étais qui a fait que c'est devenu une non-possibilité. J'ai bossé pour Manor, Nyon. Donc tu as vraiment passé le cap d'aller postuler, de trouver un job. J'avais pas le choix parce qu'on est revenu en Suisse. Ma femme ne pouvait pas travailler. Et il y avait des factures à payer. Et Bibi, il avait laissé tous ses clients au Canada. Ouais, donc tu n'avais pas le temps de recommencer. Tu n'avais pas le temps avant la fin du mois de recommencer, d'avoir assez de clients. Donc je me suis dit, je vais trouver un job, je vais bosser pour quelqu'un. Ils vont me payer un salaire et puis on part de là, quoi. Et puis je vais monter les échelons tranquillement et puis je vais avoir mes vacances, etc., etc. Et ça a pas duré très longtemps. Quelques semaines peut-être. On compte en semaines. Ouais. Peut-être. Je sais même pas si ça a pris des semaines. Mais je pense pas que l'entrepreneuriat ce soit super. Je pense pas que ce soit fait pour tout le monde. Je pense qu'il y a des personnalités et des gens à qui ça convient et d'autres pas. Et dans mon cas, cette situation a solidifié le fait que j'étais fait pour ça et que travailler pour quelqu'un d'autre, c'était pas une solution. En tout cas, pas pour moi. Et donc, la prochaine pensée, ça a été comment est-ce que je sors de là? Et ça m'a pris, en tout et pour tout, 1 année depuis le moment où on est arrivé pour me remettre à temps plein en coaching, qui était février 2020, donc pile poil au bon moment. J'ai posé ma DEM à Manor mi-janvier. Non, je crois que ça devait être avant, ça devait être décembre, parce qu'il y a un préavis. Donc je crois que j'ai posé ma DEM en décembre 2019. Au 31 janvier 2020, j'étais indépendant. Et puis, en mars 2020, on fermait les salles. En mars 2020, c'était Covid parti. Donc c'était pas le meilleur moment pour faire cette transition. Bon choix, bon mais timing. Touche du bois, on est toujours là. Et donc j'ai réussi à traverser cette période un petit peu compliquée malgré tout. Et donc voilà, je pense pas que j'aurais pu faire autrement. Je pense que j'ai complètement répondu à côté de ta question parce que je me souviens plus de ta question. Donc je sais pas si tu veux la repréciser ou partir sur autre chose. Non, je vais rebondir justement sur ce que tu dis et ça fait partie de mes questions aussi. Ma question, c'était quand est-ce que tu as décidé d'organiser ta vie comme ça? Et est-ce qu'à un moment où tu en avais marre de faire que du coaching ou d'enchaîner des heures, au final, tu t'es dit,
ça t'a traversé l'esprit d'arrêter le coaching, Non. comme peuvent le faire certains coachs. Et en fait, t'as répondu déjà en disant que ça n'avait pas été une option, mais en plus, toi, t'as eu un changement de vie à ce moment-là, donc qui forcément t'a poussé dans tes retranchements aussi, et ça a été presque l'opportunité en fait de repenser le truc, et t'as même pas eu besoin de changer petit à petit, parce que quand t'avais énormément de monde au Canada, c'est pas non plus évident. Si tu commences à te dire dans ta tête je voudrais avoir un emploi du temps un peu différent, bah faut quand même que tous tes clients du lundi au vendredi, tu leur trouves de la place peut-être sur 3 jours. C'est ça. Et ça aurait peut-être pas été un changement non plus si simple. Donc en fait, le déménagement a été aussi un moyen de rebattre les cartes et de repartir à zéro. Ouais, et même, bah, tu vois, le rebattement des cartes, pour moi, entre l'année dernière et cette année, il est vraiment clair, avec justement mettre un cadre sur comment je travaille, quand je travaille. Comme je l'ai dit avant, avec l'aide de ma femme, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui sans elle, parce que des fois, j'ai vraiment pas de cerveau. Et même quand j'en ai, voilà, c'est ma partenaire, c'est avec elle que je vis, et donc elle fait partie intégrante de tout ce que je fais, de ma réussite, etc. Ça, je pense, c'est important de le dire, parce que, encore une fois, je pense que tout seul, je serais pas là. Mais donc là, le recadrement, il a vraiment été fait à partir de ce moment-là. Et pour finalement répondre à ta question, j'avais, dans cet instant, en me disant je vais travailler pour quelqu'un d'autre, je vais vivre une vie différente, etc. C'était une option, mais c'était pas parce que j'avais plus envie de coacher. Je pense que depuis le moment où j'ai commencé, je savais que c'était un truc qui était fait pour moi. Je pensais de toute façon garder un petit peu à côté, au grand minimum. C'était pas j'abandonne complètement et je passe à autre chose. D'ailleurs, pendant que je bossais à Manor, je coachais, j'avais des coachings à côté, je faisais la prépa physique avec le rugby à Nyon, avec l'Académie suisse aussi, donc j'avais d'autres trucs clairement à côté. Mais ouais, il a fallu assez rapidement rebasculer dessus, parce que voilà, c'est simplement ce qu'il fallait que je fasse. Ouais, c'était ça. Et au final, comme beaucoup, et je fais partie de cela, l'entrepreneuriat est un non-choix. Ouais, je pense que c'est une bonne façon de le dire. On l'a dans le sang ou on l'a pas. Et en général, on s'en rend compte, mais c'est pas toujours qu'on s'en rend compte. Et toi, justement, en allant faire autre chose, tu t'en es rendu compte. Ouais, ça a vraiment mis en évidence la chose. Et comme tu as dit, c'était plus un choix. Ouais. Ouais, super intéressant. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse de se lancer en tant qu'entrepreneur, on a un podcast avec Ken Porchet dédié entièrement au sujet. Ouais. C'est l'épisode juste avant. Moi aussi, j'ai un podcast avec Ken Porchet, donc allez écouter les 2 podcasts avec Ken Porchet. C'est vrai. Ken, t'es partout, en fait, tu t'invites sur tous les podcasts. Il a bien raison. Voilà, t'as bien raison. Et les 2, j'ai écouté les 2 du coup. Il y en a un que j'ai tourné, donc forcément je l'ai écouté, mais l'autre je l'avais écouté avant et il était aussi super intéressant. Ok, on a parlé de tout ça. On a discuté aussi en préparation, et c'est aussi notre mission avec Fine, c'est de connecter, de rassembler les coachs, les rassembler avec les salles. Et je te demandais justement, toi, tes contacts avec les salles, quelles qu'elles soient, qu'est-ce que c'est ? Je fréquente alors les salles. Est-ce qu'on précise sur quel type de salle ? Oui. Donc, je pense, pour moi, je distingue en tout cas dans ma tête et dans mes propos les chaînes et les salles indépendantes. Il y a des entre-deux, bien sûr, mais pour simplifier, je vais utiliser ces 2 catégories. S'il y a des nuances, on pourra les préciser le moment venu. Je fréquentais les chaînes de fitness quand j'étais un petit peu plus jeune, en tant qu'adhérent. Ouais. J'allais à... Est-ce que c'était Harmonie à l'époque ? Ou non, Harmonie, c'est à Ciné-Centre. Avant Active, c'était quoi à la Combe à Nyon ? Bonne question. Je crois que c'était Harmonie. Je sais plus. Enfin, pour ceux qui connaissent, c'était celle qui avait avant Active Fitness, à la Combe à Nyon. Et donc, j'allais là-bas. Écoute, ça se passait bien. C'est une chouette salle. C'est une chouette salle. Ensuite, après être parti au Canada, je suis revenu 2-3 fois en vacances. J'ai essayé de faire des drop-in. Ça s'est moins bien passé, parce que 35 balles de drop-in pour aller utiliser une barre pendant 35 minutes, ça fait un petit peu mal. Donc, c'était pas trop le truc.
Et par la suite, quand je suis revenu, après j'ai pris contact avec David justement, qui lui avait ouvert sa salle indépendante. Et depuis ce moment-là, quand je revenais, j'allais m'entraîner chez lui. Et comme je l'ai dit avant, j'ai la chance maintenant de travailler à ses côtés dans sa structure, qui est vraiment une salle super. Et sinon, en tant que coach maintenant, j'ai très peu en fait de contact avec les chaînes. En tout cas, j'ai d'autres structures indépendantes, on va dire, même des fois un petit peu plus conséquentes, comme il y a Kenzen à Nyon, qui est un centre de... Je ne sais pas si ça se dit être un centre de physiothérapie, mais c'est un centre avec plein d'intervenants dans le monde du sport, de la réathlétisation. Ils ont une psychologue du sport, ils ont des médecins du sport qui viennent de la Tour, ils ont des physios, ils ont des coachs. C'est vraiment une structure qui est super. J'ai eu la chance de bosser là-bas sur 2-3 interventions, donc merci Xavier, qui est le directeur là-bas. De bons contacts. Mais encore une fois, c'est une structure c'est une belle structure qui est très bien établie, mais ça reste une structure indépendante. Les autres contacts que j'ai eus avec les chaînes, ils sont un peu non existants du fait que, en tout cas, et tu m'as confirmé ça d'après ce que tu savais, mais quand j'ai voulu regarder pour peut-être aller coacher quelqu'un une fois parce potentiellement ils avaient un abonnement là-bas, mais ils voulaient bosser avec moi, donc est-ce que je peux payer pour 1 heure et aller coacher une personne qui est déjà abonnée là-bas? Et c'est même pas une conversation qui pouvait être entamée, c'est pas des options qui sont ouvertes. Donc à partir de ce moment-là, c'est simplement pas quelque chose que j'ai essayé de faire ou de développer parce qu'il semblait que c'était même pas dans les cartes, que soit tu étais coach là-bas et puis tu étais payé leur salaire et puis tu pouvais coacher des gens chez eux, soit rien. Donc j'ai très peu de contacts avec soit des gens qui y travaillent ou des gens qui managent ces structures-là. Et pour être très honnête, j'ai pas vraiment d'intérêt à prendre contact avec eux. Étant donné que de mon point de vue, on a des philosophies qui sont assez divergentes sur comment les choses peuvent être faites ou devraient être faites, comment est-ce qu'on peut au mieux servir nos clients, nos adhérents, quel type de service on veut amener, quels principes, quels idéaux on veut mettre en avant dans la façon dont on s'éduque, dont on enseigne, dont on coach, dont on communique avec les clients. Donc voilà, pour répondre très franchement, j'ai pas vraiment de contact avec les salles à l'heure actuelle, ou en tout cas pas avec les grandes chaînes. Tu as des discussions plutôt en one-to-one avec des salles indépendantes avec qui tu as envie de travailler. Et à chaque fois, c'est une discussion flexible et particulière à ton cas. Exactement. J'ai des tests à faire, des séances de tests à faire à Genève. Je sais que Saverio, il m'accueille chez lui à Keep Up. Et puis, on a un arrangement et je peux utiliser ses locaux. En général, c'est une pièce d'équipement. Donc, je sais que je peux utiliser son Air Runner, par exemple, si j'en ai besoin, ou un Air Bike, ou un Bike Erg, ou un rameur. Et je sais que je dois payer tant la présence. S'il y a d'autres choses, on peut trouver un arrangement sur le nombre de séances. Je sais que si je dois être sur Morges, je peux aller voir Guillaume à CrossFit Morges. Et puis, on a eu une discussion là-dessus aussi. Si je vais à Kenzen, on a trouvé un arrangement avec Xavier. Et donc, à chaque fois, c'est comme tu l'as dit, c'est du one-to-one. C'est flexible parce qu'on a tous des situations différentes. Et même moi, tous ces accords, on va dire, avec ces différentes structures, c'est pas des contrats, c'est vraiment juste handshake, gentleman's agreement si on veut. Et on s'y tient et on fonctionne bien ensemble. Et ça tisse des liens aussi qui, à mon avis, sont extrêmement importants et extrêmement intéressants. Et ça, je sais pas si tu voulais en parler, mais ça me vient à l'esprit maintenant et ça va peut-être dans le sens de ce que tu veux apporter avec ce podcast. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez en tant que coach. On ne cherche pas à prendre contact avec les autres coachs qui sont autour de nous, soit proches, soit loin, parce qu'on a ce sentiment de compétition, alors qu'on tire tous dans le même sens. On est tous là pour faire la même chose. Il y a assez de clients pour tout le monde. Ça, c'est une question que j'ai toujours. Est-ce que le marché est saturé? Non. C'est que le début. Les gens, ils ne savent même pas ce que c'est d'aller à la salle. L'Amérique du Nord, ils ont 10 ans d'avance sur nous, à mon avis, entre 7 et 10 ans. Et là-bas, ça continue à grimper. Au moins. Si tu es bon, si tu as la volonté de t'éduquer, si tu as la volonté de continuer à t'améliorer, à approfondir tes connaissances, à développer ton métier simplement, parce que ce n'est pas juste un truc que tu fais. Alors, ça peut être juste un truc que tu fais, comme tout. Tu peux repeindre ta salle de bain, ça ne veut pas dire que tu es peintre.
Mais si tu veux vraiment le faire et tu veux le faire pendant plusieurs années et peut-être plusieurs décennies et vraiment pousser la chose, tu as moyen de le faire, mais il faut se donner les moyens aussi et tu n'y arriveras pas tout seul. Donc autant t'entourer de gens qui vont pouvoir soit t'aider, soit t'accompagner, soit avec qui tu peux échanger. Et à mon avis, ça, c'est les autres coachs. Et on se fait... ça, c'est un anglicisme, donc je vais essayer de ne pas le faire en français. Mais on ne s'aide pas si on part du principe que les autres coachs, c'est des compétiteurs et que si on leur parle ou que si on communique avec eux, eh ben, potentiellement, on va leur divulguer un secret qu'ils n'auraient pas su autrement et puis du coup, ils vont nous piquer tous nos clients. Ça, je pense vraiment que c'est une perspective fermée et réductionniste qui ne nous aide pas, nous, en tant que coach. Et pour la profession, ce serait bien qu'on arrête de se prendre pour je ne sais qui et de penser qu'on sait tout et que si on partage 3 astuces avec le coach d'à côté, que voilà, comme j'ai dit, il va prendre tous nos clients et puis qu'on va plus savoir quoi faire. Je pense que c'est vraiment le contraire et il faut qu'on commence à travailler ensemble plutôt que ça, quoi. Ouais, tu t'amènes exactement ce dont on a parlé aussi. Et quelle est, nous, notre philosophie chez Fine, c'est de rassembler, c'est la première chose qu'on dit. Fine Sport, on veut rassembler les coachs et les salles, mais dans rassembler les coachs et les salles, il y a rassembler les coachs aussi. Et clairement, si je te pose toutes ces questions-là, c'est aussi pour apporter de la transparence sur les conditions de travail des coachs, sur les conditions de relation entre les salles. Comme on en parlait, tous ces arrangements one-to-one, ils sont pas transparents au vu des nouveaux coachs qui arrivent et qui veulent se lancer. On le sait aujourd'hui, dans une école comme FitzPro, 90% des coachs qui arrivent, ils veulent être personal trainer. Simplement, ils savent pas forcément comment se lancer. Ils savent ce qui peut être assez ouvert encore, c'est les loyers qu'on peut trouver chez un Let's Go ou un Non-Stop Gym pour aller se lancer. Mais chez des indépendants, c'est pas forcément ouvert, c'est pas écrit sur la porte. Si t'es coach, tu peux venir avec tes clients ou tu peux venir rencontrer nos clients, ça coûterait tant. Et ça, c'est pas encore très clair. Et moi, je trouve intéressant d'avoir des coachs expérimentés qui disent aussi, moi, je paye tant. Et voilà, dans le business, moi, j'ai une salle aussi. On sait qu'il y a des ratios. Le loyer, ça doit être 15% de ton chiffre d'affaires à peu près. Les ressources humaines, c'est tant de pourcents en fonction de si tu veux beaucoup coacher ou pas beaucoup coacher. Mais ça, c'est des ratios qui servent vachement à d'autres entrepreneurs. Et comme tu dis, c'est pas parce qu'ils savent que leur loyer, ça doit être 15% qu'ils vont forcément réussir leur boîte. Et pourtant, c'est super intéressant de partager ce genre d'infos. Donc oui, carrément, on est dans cette idée-là de rassembler et puis de donner des infos qui soient utiles parce que notre but, c'est la pérennité de la profession. Plus il y aura de bons coachs qui réussissent, plus il y aura de bonnes salles qui font des choses de qualité, qui accueillent des bons coachs et qui les fidélisent aussi, plus le secteur va se développer. Et on sait aussi que dans des pays comme l'Allemagne, on a des dizaines et des dizaines de pourcents de gens qui ont déjà été abonnés à des salles de fitness et qui ne veulent plus y retourner. Et ça, c'est quand même triste. Ça veut dire qu'on a dégoûté des gens du sport et qu'aujourd'hui, quand on va leur reproposer du coaching, il va falloir se battre pour réussir à le vendre. Et ça, c'est super dommage. Donc, je pense qu'on doit tous se battre contre ça aussi. C'est clair. Donc, pour donner l'info et pour terminer sur ce sujet, c'est quoi le taux de loyer qui est acceptable quand on va coacher dans une salle ? En gros. Tu as mentionné 15%, je pense qu'on n'est pas loin. J'essaie de réfléchir par rapport à mes chiffres. Ouais, je pense je dois être entre 12 et 17% selon les salles avec qui j'ai les différents accords. Ok. Donc, je pense que 15, on n'est pas loin de la vérité. C'est tout à fait acceptable. Et en tout cas, de mon point de vue, par rapport à ce que je peux toucher sur une heure. Non, attends, désolé. Non, je dirais un poil plus bas. Entre 10 et 15 peut-être. Ouais. Entre 10 et 13, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que sur une heure à 100 francs, qui est un prix, je ne sais pas si c'est ton panier moyen, mais c'est un prix moyen à peu près de coaching, tu donnerais 10 ou 15 francs à la salle. Quelque chose comme ça, ouais. À peu près. Mes tarifs sont un peu plus hauts, donc ça fait un peu plus. Mais ouais, c'est de cet ordre-là. Okay. Mais ça dépend encore une fois avec qui. Il y en a pour certains, c'est un peu plus haut. Non, je pense en moyenne, je crois que entre 12 et 17, on n'est pas loin. Ouais. Qu'est-ce que tu valorises dans la discussion, justement, au niveau... Est-ce que le matériel qu'il y a dans la salle, j'imagine, c'est un truc qui peut rentrer en ligne de compte. Est-ce que la salle peut te faire de la com aussi ? Je ne sais pas, t'amener des clients. Qu'est-ce qui peut être important pour toi et qui peut justifier un loyer plus haut ? C'est une bonne question. Je pense que déjà la visibilité, l'association, c'est une chose qui est intéressante. Et encore une fois, on doit
C'est des outils qu'on doit utiliser à bon escient et en bonne conscience, bien sûr. S'associer avec les bonnes personnes, s'associer avec des gens qui font du bon travail, parce qu'on va faire grandir justement ce réseau et la qualité de tout ce qui en ressort. J'ai différents accords avec, par exemple, si j'emmène mon client ou un athlète chez Sav à Genève, chez Keep Up, eh ben, je vais payer un certain prix pour le temps que je suis là, en général 2 heures, pour utiliser son matériel. Si c'est lui qui m'apporte un athlète, eh ben, peut-être que moi, je ne vais pas payer le loyer. Par contre, je vais donner un petit rabais par rapport à ce que j'aurais facturé sur une personne qui venait me voir directement, du fait que c'est grâce à lui. Et donc, au final... Mais ça revient au même. C'est comme si tu avais payé une petite commission. Exactement. Donc ça, encore une fois, on en revient à la conversation de tout à l'heure. C'est très flexible et ça va vraiment dépendre au cas par cas parce que chaque situation est différente. Et je voulais revenir sur ce dont tu parlais avant, sur l'éducation des coachs, fidéliser des coachs de la part des structures, de la part que ce soit des chaînes de fitness ou même des salles indépendantes. Je pense aussi qu'il y a la maturité du secteur dans lequel on est qui joue. Parce que si tu regardes justement en Amérique du Nord, tu as de plus en plus, et depuis un certain temps maintenant déjà, des grandes structures indépendantes, mais qui vont avoir un directeur de la performance, un head coach, des stagiaires, des coachs qui sont en formation, des gens qui vont pouvoir se développer au sein de cette structure-là pendant plusieurs années avec une éducation continue qui est en interne et en externe, mais extrêmement ouverte et flexible, qui fait qu'au final, on peut trouver le meilleur entre les deux mondes. Tu n'as pas besoin d'être soit coach sportif à domicile, soit travailler pour une chaîne. Tu peux te retrouver un petit peu, peut-être avec des gens qui pensent un peu comme toi, qui ont les mêmes valeurs, et quand même te développer et quand même avoir une structure professionnelle. Je sais que c'est des choses, plusieurs des personnes que j'ai mentionnées avant qui ont des structures indépendantes, ils tendent vers ça déjà maintenant. Mais c'est un processus qui prend du temps et qui prend des ressources et qui est en train de gentiment se développer. On n'y est pas encore là. Il y a certainement déjà plein de structures indépendantes qui le font en Suisse. J'ai juste pas beaucoup de contact avec celles-ci. Mais pour celles que je connais, en tout cas, je sais que c'est dans le pipeline, que c'est en tout cas dans les ambitions et que donc ça va pas tarder à arriver. Mais il n'y en a pas 1000 non plus. Il n'y a pas 1000 structures indépendantes qui pensent à se dire, comment est-ce que je pourrais commencer à engager des coachs et commencer à les former, commencer à leur expliquer ou commencer à, pas leur expliquer, mais faire en sorte qu'ils puissent se développer au sein de ma structure tout en gardant cette fibre indépendante, mais tout en formant une communauté, une cohésion, une émulation autour de ce métier qu'on fait. Donc je pense qu'il nous manque 5-10 ans, on dira. Je pense que c'est une des choses qui nous manque, c'est un petit peu de temps. On touche tout à fait du doigt le côté structuration de l'embauche, et où justement aujourd'hui dans le marché, on a des jeunes coachs qui démarrent en salle et les parcours de carrière en chaîne. On sait que c'est tu passes manager après avoir été coach, mais manager, du coup, tu manages pas forcément la qualité, tu manages le club en lui-même, donc la vente d'abonnements, etc. Et qu'aujourd'hui, en tout cas dans les grandes chaînes, il n'y a pas forcément de parcours de carrière qui te permet d'évoluer dans le coaching. Il n'y a pas de head coach, il n'y a pas de... Les personal trainers qui payent un loyer, ils n'ont pas de head personal trainer qui va contrôler la qualité de ce qu'ils font. Tant qu'ils payent leur loyer, c'est OK. Et chez les indépendants, il y a aussi beaucoup ce modèle de le owner est souvent le head coach, celui qui a créé la salle, où il y a un head coach et puis après il y a 1 ou 2 coachs avec. Mais on a du mal à monter d'un étage et puis rajouter 2-3 personnes en dessous et encore d'autres formateurs en dessous. C'est toute une question de structure en fait. Ouais. À créer, et ça peut être une évolution qui peut être chouette aussi, d'avoir des belles structures indépendantes qui se dupliquent aussi en Suisse et qui sont capables d'assurer après la qualité. Mais c'est toute la question de quand on est indépendant, il y a de l'humain, il y a forcément beaucoup d'humains qui jouent énormément dans une salle, et c'est compliqué de dupliquer de l'humain et des valeurs. C'est ça, c'est très très dur. C'est une culture qu'en fait, qu'il faut savoir développer et faire en sorte que ça perdure sans nécessairement que toi tu dises tous les mots, que toi tu sois là. Et je pense vraiment que cette idée de culture, elle est extrêmement importante, mais c'est aussi quelque chose de très 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 difficile à élaborer. Alors peut-être pas à élaborer, mais
formaliser et à passer à la prochaine personne. Les cultures, elles existent, pas nécessairement sur papier, mais tu rentres dans une salle, tu vois la cohésion, tu vois comment les gens ils se comportent, comment ils se parlent. Et déjà, ça t'informe sur la nature de la culture qu'il y a dans cette structure. Ça ne veut pas dire qu'elle a été écrite sur papier, ça ne veut pas dire qu'elle peut être formalisée ou communiquée. Elle existe, mais je pense vraiment là où ça devient difficile, c'est justement comment est-ce que tu formalises. Comment tu la dupliques après. Et après, comment est-ce que tu la passes au prochain, comment est-ce que tu fais en sorte que la personne qui rejoint ta structure comprenne, adhère à et s'engage avec ou dans ta culture et pour la faire perdurer. C'est des choses que tu vois beaucoup avec ce qui me vient en tête, c'est Mark Megna, je me rappelle plus dans quelle salle il est, mais je sais qu'il est à Miami, il a une grande chaîne. Alors c'est pas une grande chaîne, c'est à la base un club indépendant, mais qui est devenu monstrueux et qui a vraiment la culture au centre de leur manière de faire, et c'est tout drivé par ça en fait. Mais c'est juste une approche qui est assez unique, en tout cas qu'on voit pas beaucoup, ou en tout cas, comme tu l'as dit, c'est dur de le dupliquer. Et je pense que c'est encore là où c'est pas qu'on pêche, mais on a peut-être pas encore su faire cette transition. Mais je sais que tu vois, je dis ça, mais après je pense à Saverio, à Keep Up, qui à mon avis fait de grands efforts dans cette direction-là, qui a fait des choix je crois que ça fait dans les 2 dernières années, des choix. Je ne les ai pas en tête, mais je me rappelle de par nos discussions des choix qui peuvent paraître peut-être assez radicaux, mais qui vont sur le choix de personnes qui venaient à ces classes ou pas, et de comment elles parlaient, de ce qu'elles disaient. Et le fait de décider, non, si je veux maintenir une certaine culture et une certaine atmosphère dans ma structure, il faut que j'ai des principes et que je m'y tienne et que je les applique et que je n'ai pas peur d'avoir des conversations difficiles, chose qu'il a faite. Et il m'a dit c'était difficile, mais au final, ce avec quoi il en ressort, c'est un environnement qui est 10 fois mieux. Et donc, je pense qu'il est vraiment sur cette trajectoire-là. Et c'est super à voir, en fait. Et il a maintenant des coachs avec qui il travaille, il commence à former des stagiaires. Donc, ça se fait, mais pas beaucoup encore. Mais voilà, il faut des gars comme Sav, il faut des gars qui veulent, il faut des gars qui ont la capacité aussi. Et encore une fois, je pense que un petit peu de temps, un petit peu de maturité dans le secteur, ça apportera certaines choses qui nous manquent aujourd'hui. Dans ce que tu dis, j'entends plusieurs choses. J'entends un besoin d'entrepreneurs déjà, de vrais entrepreneurs qui ne soient pas juste des coachs qui ont décidé de monter une salle, des gens qui ont une vision entrepreneuriale. Et ça, il y a un côté formation aussi peut-être à rajouter à ce métier-là, qu'on ne peut pas juste être formé en tant que coach. Et ça, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, on va en reparler aussi. Il y a un côté management aussi, savoir l'idée, savoir construire une équipe et puis transmettre une vision qu'on est capable de répliquer, ou en tout cas que les gens qui travaillent avec nous sont capables de répliquer. Après, il faut aussi avoir les jeunes en face qui ont cet état d'esprit. On parle beaucoup aujourd'hui de ces nouvelles générations qui arrivent, ils veulent tous être personal trainer indépendants. Est-ce que tu penses qu'avec ces gens-là, on arrive à intégrer justement cette logique de structuration et puis et de communauté? Je pense qu'il y a énormément de potentiel et j'ai la chance de côtoyer de plus en plus de coachs de par ce que je fais, et elle mange un chocolat si jamais. Si vous avez entendu le papier, il fallait que je te grille, j'étais obligé. C'était juste trop drôle pour pas le faire. Désolé, Farah. J'ai essayé d'être discrète, mais ça n'a pas marché. Essayez pas pu. J'étais là, j'ai tout vu. Je pense qu'il y a énormément de potentiel. Encore une fois, j'ai la chance, avec mon podcast, j'échange avec beaucoup de coachs, des gens qui sont abonnés soit à ma chaîne, soit à mon Insta, et avec qui je parle fréquemment. Des gens qui, par exemple, j'ai pu collaborer avec Kevin K-Swiss à Genève. Il a son mentorat qu'il a lancé à l'automne, et il m'a demandé de construire le module conditionnement pour lui. Donc, j'ai eu l'honneur de pouvoir faire ça et le privilège de pouvoir faire ça. Et donc, au travers de cette formation, d'échanger avec des coachs qui traversent cette formation à l'heure actuelle, et donc d'entendre leur point de vue et de voir des jeunes, soit des jeunes coachs, soit des jeunes qui ont même, pour certains, pas encore commencé à coacher, mais qui veulent se lancer et qui souhaitent commencer par quelque chose qui leur semble cohérent
par rapport à ce qu'ils attendent et qui choisissent des formations comme ça qui sont pas reconnues, ou en tout cas pas à l'heure actuelle, parce que c'est pas le but de la formation, c'est pas le but d'avoir des crédits pour ensuite ou avoir des lettres pour mettre après ton nom. Soit dit en passant, les lettres, tout le monde s'en fout pour ceux qui écoutent. En 10 ans de pratique, il n'y a jamais un coach qui m'a demandé, il n'y a jamais un client ou une cliente qui m'a demandé quel certificat tu as, avec quelle association et quelles sont tes lettres. Donc vraiment, les lettres en fait sur Insta, c'est juste pour faire cool avec les autres coachs. Comme ça c'est dit. Mais donc non, j'ai la chance d'échanger avec beaucoup de personnes qui sont en formation ou qui commencent dans le domaine, dans le secteur, et il y a énormément d'envie. Et il y a énormément de personnes qui ont envie de faire juste et bien et qui ont l'envie d'apprendre. Donc je pense qu'il y a largement de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Et après, il faut les trouver. Et comme tu l'as dit, il faut savoir les intégrer. Ce qui n'est pas chose facile. Mais du monde, il y en a, et de la qualité, il y en a aussi. Beaucoup. Il y a de tout, bien sûr, mais il y a de la qualité. Il y en a beaucoup. Ouais. Trop cool. Merci pour cette touche d'optimisme. Justement, on parlait de rassembler et de communiquer cette vision, parce que je te disais aussi que notre mission, c'est aussi de généraliser et puis de rendre public tout ce qui se fait et toutes ces belles initiatives qui se font, parce que y a les chaînes qui parlent fort, et puis à côté de ça, les indépendants, chacun fait son truc, et il y a plein de gens qui font des très belles choses. Mais c'est un peu chacun dans son coin, et comme on disait aujourd'hui, il n'y a pas encore assez de structuration peut-être pour que certaines belles structures indépendantes se développent un peu partout en Suisse romande. Pourtant, on est quand même un petit marché, la Suisse romande, donc on pourrait aussi imaginer qu'un indépendant de qualité réussisse à construire une vraie culture et puis à développer plusieurs salles, une dizaine de salles, pourquoi pas. Toi, tu as entrepris quelque chose pour rassembler les coachs, justement. Ouais, merci de le mentionner. En collaboration avec Saverio de Keep Up à Genève. Pour la petite histoire, c'était, je crois, en septembre-octobre, j'ai donné mon compte Instagram à quelqu'un qui apparemment le voulait, parce qu'il m'a envoyé un lien sur lequel j'ai bêtement cliqué. Et après... Qu'est-ce que disait le message, qu'on puisse juste afficher un peu quand même? Ok, allez, on m'affiche un petit peu. Alors, c'est pour le chocolat, ça, c'est ma vengeance. Ouais, non, mais t'as bien raison. J'étais pas très gentil avec le chocolat, donc... Voilà, t'as bien raison. Qu'est-ce que je faisais? Je sais que c'était un mercredi après-midi, et je sais que j'avais pris l'après-midi pour reformater la fiche d'analyse que j'utilise pour les tests que je fais. Donc c'est du Excel, c'est des chiffres, c'est des calculs, des fonctions, avec des milliers de lignes de données. Est-ce que ce contexte va te servir d'excuse ou pas pour ce qui suit? Un petit peu, j'essaye. T'as vu, je construis un petit peu le truc quand même pour qu'il y ait quand même une part d'excuse derrière. Mais au final, j'en prendrai l'entière responsabilité. Mais quand même, tu vois, au début, il faut mettre un peu le cadre. Et donc, je pense que ça faisait 4 heures que j'étais sur ce document, que je reformatais. J'avais recommencé à zéro parce que je voulais le refaire en mieux. Et j'étais vraiment à fond dedans. J'avais ma petite musique en fond. Et j'avais pas bougé du bureau. Et d'un coup, je vois un message, un DM d'un pote sur Instagram qui me dit « j'ai perdu mon téléphone. » Non, c'était quoi? Je sais plus. Il devait récupérer son téléphone. Te moque pas. Je dois récupérer mon téléphone. Est-ce que tu peux m'aider? C'est quoi ton numéro? Et je lui donne mon numéro. Et je ne réfléchissais pas à ce moment-là. Mon cerveau n'était pas là. Je faisais autre chose. Et je lui donne mon numéro, et après il me dit « Ouais, alors merci beaucoup, est-ce que tu peux... faut juste que tu peux cliquer là-dessus pour m'aider ?» Et j'ai dit « Ouais, bien sûr !» Et ce qui me vient en tête, c'est il y a un mème avec c'est Homer et sa femme, les Simpsons, donc, qui font une tête un petit peu comme s'il n'y a plus rien, et puis ça dit « Mes 2 neurones quand ?» Et je crois que c'était ça, c'est mes 2 neurones quand j'ai cliqué sur le lien pour aider mon pote via un DM Instagram. C'est le genre de truc où je fais super attention en général. Mes emails, si je vois un email qui est un petit peu douteux, je vais regarder l'adresse email, l'extension, d'où ça vient. Non, c'est pas UPS qui veut que tu collectes ton colis, ils essayent de t'avoir. Donc ça, je fais toujours super gaffe. Et là, voilà, que je te dis, il me restait à peu près 2 neurones après ces heures de travail. Et j'ai cliqué sur le lien.
Un Et lien plein de points d'interrogation et de points d'exclamation. Même pas, c'était un lien pas. qui était super propre. Ils ont amélioré un petit peu leur technique de phishing. Et... Ok, excuse numéro 2. J'essaye parce que je me sens encore mal. Au final, c'était tout du positif et on y viendra. Donc, quoi qu'il arrive, je suis content que ça se soit passé. Et c'était ma faute, oui, c'était ma faute. Philosophie d'entrepreneur, c'est beau, jusqu'au bout. C'est ça, exactement. Du coup, je clique le lien. Et du coup, 5 secondes plus tard, you have been logged out of Instagram. Et là, j'ai dit, putain, non. Et j'avais tellement la haine contre moi-même parce que j'étais tellement débile à ce moment-là. Je te dis, il me restait littéralement 2 neurones et je les ai utilisés pour donner mon compte Instagram à quelqu'un. Donc, voilà. Non, il n'y a pas d'excuse. J'ai donné mon compte. Et d'ailleurs, maintenant, je dis plus j'ai perdu mon compte ou je me suis fait hacker mon compte. C'est j'ai donné mon compte Instagram. J'en prends pleine responsabilité. Donc, je donne mon compte Instagram. Ensuite, une période de profonde réflexion sur les bienfaits ou non des réseaux sociaux et leur intérêt dans ma vie. À l'issue de laquelle j'ai conclu que ce qui était important pour moi, c'était les contacts que je pouvais avoir sur cette plateforme, les interactions que j'avais avec mes abonnés ou non, des coachs ou non. Et au final, que si on restait dans le même cadre, on restait dépendant de ces plateformes. Et donc, non seulement dépendant de l'évolution des plateformes sur lesquelles on n'a absolument aucune emprise. Et en plus, ou alors, on est à la merci des gens qui nous font cliquer des liens et qui nous piquent nos comptes Instagram. Et la preuve en est que tu as réclamé auprès d'Instagram et qu'évidemment, personne ne t'a répondu. Ouais, plusieurs fois. Ouais. Et c'est extrêmement compliqué. C'est fait exprès, hein, mais c'est extrêmement compliqué de trouver une adresse email ou un formulaire à remplir. C'est impossible de contacter Instagram. Alors, j'ai réussi. J'ai trouvé une adresse. Bravo. Ça m'a pris, je pense, 30 minutes de cliquer des liens et de revenir toujours sur la même page et ensuite de réessayer. Il y a genre, tu sais, c'est un de ces trucs où tu as 50 portes et derrière chaque porte, tu en as 50 de plus, mais tu n'en as qu'une seule de celle-là qui t'amène à la bonne. Et donc, il faut vraiment tout essayer et au final, peut-être tu trouves. Ça me fait penser je ne sais pas si tu as regardé un peu Astérix, mais le fameux formulaire A52 des 12 travaux d'Astérix. Ouais, ça me parle. Je l'ai plus en tête, mais ça me dit largement quelque chose de quand j'étais gamin, donc c'est une très très bonne référence. Et ouais, donc c'était ça. Non, aucune réponse d'Instagram. Et au final, la conclusion qu'il fallait faire quelque chose en présentiel parce que l'Internet, c'est cool, mais les gens, c'est mieux. Et moi, j'adore passer du temps avec les gens. J'adore parler. Et donc, je me suis dit, faut qu'on fasse un événement. Il faut qu'on fasse un truc pour les coachs parce qu'il n'y en a pas assez. Parce qu'il y a des séminaires. Alors, ma première intention, c'était de faire... Je l'ai pitché à Sav comme ça. Il m'a dit, ouais, alors je sais pas si on va l'appeler comme ça. Je voulais faire un anti-séminaire. Donc, je voulais faire un truc où tu vas et en fait, tout le monde se rassemble et on échange et on apprend des trucs. Mais il n'y en a pas un qui parle et qui raconte. Tu vas pas payer 800 balles pour aller passer un week-end avec des coachs. Ouais. J'ai rien contre les séminaires. Hein. C'est très très bien. J'en ai payé plein et j'ai beaucoup appris. Mais dans ce contexte-là et dans le mindset dans lequel j'étais, on va dire, je voulais vraiment faire un truc qui était juste pour la communauté ou pour les gens qui allaient participer. Et donc, c'était l'intention première, c'était de faire un anti-séminaire. Encore une fois, Sav, il a dit on va pas appeler ça comme ça. Merci Sav d'ailleurs, parce que c'était peut-être pas la meilleure idée. Et au final, on s'est retrouvé sur une idée de rassemblement en fait pour les coachs. Alors, soit coach en formation, soit il n'y a pas de filtre. Si tu veux venir et puis que tu veux partager, t'es le bienvenu. Futur coach, ancien coach. Exactement, kiné, physio, enfin, tant que tu es dans ce secteur-là et puis que ça t'intéresse de passer du temps avec des gens qui à peu près comme toi. Et tout type de coach. Coach courco, coach plateau, coach PT, exactement. coach crossfit. Exactement. Et donc, on a lancé la première édition je crois que c'était je sais plus si c'était en octobre ou en novembre. 2021. Ouais, c'est ça, l'année dernière. Donc, c'était le truc de l'Instagram, je crois que c'était septembre, début octobre peut-être. Et on a lancé le truc dans la foulée. Donc, je crois que c'était novembre, on a fait la première. Et ensuite, on a fait une deuxième édition en décembre. Et en gros, on a fait une matinée, c'était un dimanche qu'on a pris les 2 fois. Une matinée je crois que c'était 8 heures, de 8h à 14h. Et en gros, le matin, on a fait 4 heures d'échange sur différents sujets qu'on avait... On avait fait un petit questionnaire qu'on avait envoyé aux personnes qui souhaitaient participer pour voir un peu les sujets qui ressortaient. On avait fait un peu la synthèse de tout ça. Et on était ressorti avec 3-4 sujets
dont on voulait traiter. Sujet plutôt technique, anat physio, sport, business. Pas technique. Ok. C'était vraiment plus sur les autres aspects de notre profession. Donc, il y avait marketing qui était ressorti, il y avait le personal training, il y avait le réseautage et il y en avait un quatrième, je ne me rappelle plus ce que c'était. Et ça va faire un bon taf aussi de trouver des thèmes au sein de chaque sujet. Et on a séparé en groupes, ou alors on a tous parlé ensemble, on a fait plusieurs choses différentes. Mais en gros, on a bien échangé sur la première édition et on n'a pas eu le temps de tout faire. Donc la deuxième édition, les mêmes personnes ont été réinvitées et ou d'autres s'ils étaient intéressés. Donc c'était gratuit. Il fallait payer, je crois que c'était 30 francs pour la bouffe que ça va organiser à midi. Cool. Il nous a fait un truc super bon. La dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a fait une raclette? Je crois qu'on a fait une raclette. Ouais, il y avait des patates, il y avait des cornichons, il y avait une raclette. Donc c'était super. Est-ce qu'il y avait du fromage? Il y avait du fromage, ouais. Magnifique. Beaucoup de fromage à raclette. On aime bien casser les clichés dans le podcast, donc j'adore quand tu dis que dans un rassemblement de coach, vous mangez une raclette. Ouais, et puis j'ai mangé un sandwich de la Coop Pronto dans la voiture en venant aussi. Juste pour être tout à fait honnête. Et j'ai mangé 2 chocolats avant de commencer le podcast. Et j'en regarde 2 autres que je vais manger à la fin du podcast. Parce que si maintenant j'essaie de les ouvrir au milieu du podcast, ça va mal se passer. Donc, autant... Je pense qu'effectivement, tu passeras pas incognito. Non, je pense le papier... En plus, tu as tes bruits, toi. Donc, si tu veux vraiment me mettre à l'affiche, ça va être dur de passer entre les gouttes. Tout ça pour dire que oui, on a mangé une raclette. Et oui, on est fiers d'avoir mangé une raclette. Non, c'était très très bon et c'était vraiment un moment sympa. Tout le monde a apprécié. Je pense que c'est un concept qui est porteur dans le sens où ça n'a pas besoin d'être nous qui l'organisons. Je pense que si toi qui nous écoutes, tu as une structure et que tu as envie de faire avancer le schmilblick pour les gens autour de toi, crée une journée comme ça et invite tous les coachs qui sont aux alentours de venir participer. Mets 1 ou 2 sujets intéressants à l'affiche et il y a des trucs super cool qui peuvent se passer, des connexions, du réseautage, sans que ce soit l'intention première. L'intention première, c'est vraiment juste de se rassembler, de passer un moment ensemble, d'échanger sur ce qu'on fait pour justement, notamment tous les coachs qui sont peut-être indépendants et donc par définition un peu tout seuls. Et encore une fois, d'aller en l'encontre de cette dynamique de t'es coach, t'es mon concurrent ou ma concurrente. Et donc, je ne vais pas te parler parce que sinon, je vais y perdre. On y gagne tous au final. Et ces 2 journées-là, on était bien la preuve. Et je pense que c'est que le début. On attend que les choses se tassent un petit peu cet hiver. Mais une fois qu'on a carte blanche de nouveau, je pense qu'on va relancer les festivités et voir ce qu'on arrive à faire pour développer un petit peu le concept. Parce que c'est super intéressant. Les gens, ils sont preneurs. Comme je te dis, les coachs, ils sont intéressés. Il y a vraiment de la demande. Donc, il suffit de... Et c'est pas quelque chose qui se fait à l'heure actuelle. C'est pas quelque chose qui se fait. Ou en tout cas, pas que je sache. Donc, pour ceux qui le font déjà, communiquez plus. Envoyez-moi un DM. Et je ferai passer le message. Mais non, c'est pas vrai. Je veux pas être mauvaise langue non plus. Il y a des gens qui le font, des rassemblements comme ça. Mais c'est important. C'est important. Et à mon avis, il faut qu'on en fasse plus. Donc, nous, de notre côté, on va essayer d'en faire plus. Et pour les autres personnes qui... pensent que c'est une bonne idée et qui ont les moyens d'en faire plus, faites-en plus. Nous, avec Fine, on est partants, on sera là la prochaine. Super, c'est noté. Et on en fera d'autres aussi, si on peut. Ça fait partie aussi de la volonté, c'est clair. Trop cool. Quel autre sujet on peut aborder? Parce qu'on en a noté à peu près 200. Donc, j'essaye de choisir quel sera le plus pertinent. Le prochain, tu peux boire de l'eau. C'est toi qui choisis. Je peux manger un chocolat aussi? Vas-y. Peut-être on peut avancer sur ce que toi... Ah, le gros bruit du chocolat. J'étais obligé. Pas mal. Ok. Bon, comme prévu, ça fait déjà 55 minutes qu'on parle. Je t'avais dit que 45, ce serait trop court. C'était mort, c'est clair. C'était sûr. Non, comme ça, on va quand même parler de ton actualité du moment, parce que c'est aussi ça on est aussi là pour faire un peu de pub. T'as plus d'eau, je suis désolée. Ouais, mais c'est pas grave, il est très, très, très bon le chocolat, ça en valait la peine. Comme je disais, on est aussi un peu là pour faire un peu de pub pour nos invités. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des formations que tu fais en ce moment avec Maxime Molitor?
Ouais, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le Moxy, c'est un outil qui se base sur la technologie de la spectroscopie au proche infrarouge. En anglais, ça s'appelle NIRS, N-I-R-S, Near Infrared Spectroscopy. C'est une technologie qui permet de mesurer en temps réel l'équilibre entre l'apport et l'utilisation d'oxygène dans un muscle, ou dans les capillaires d'un muscle pour être plus précis. Et donc ça te permet de voir ce qui se passe au niveau périphérique. Donc par exemple, avec un masque qui te permettrait de mesurer la VO2, tu vas voir combien d'air tu inspires, combien d'air tu expires, de l'air expiré, combien il reste d'oxygène. Et donc tu fais 21, parce que 21% d'oxygène dans l'air moins ce que tu as expiré, ça te donne ce que tu as extrait ou utilisé. Et par contre, ça ne te dit pas comment tu l'as utilisé dans tes muscles. Avec cet outil, tu peux le mettre par exemple sur un vaste externe ou un vaste latéral quand tu fais du vélo. Et tu peux voir comment l'oxymétrie se comporte à différentes intensités d'entraînement ou d'effort. Et donc, c'est un outil que j'ai découvert il y a 1 an et demi maintenant, 2 ans bientôt, avec Evan Pycon, qui travaille avec Training Think Tank, qui font du contenu éducatif et qui coach aussi accessoirement. Accessoirement, ils coachent des athlètes de CrossFit de haut niveau. Mais ils produisent énormément de contenu de qualité pour les coachs. Et Evan se spécialise un petit peu là-dedans, pas qu'un petit peu d'ailleurs. Et donc j'ai découvert cet outil. Et au début, pour moi, c'était, petite parenthèse, c'était pas l'outil en lui-même, c'était le cadre, si tu veux, ou la physiologie sous-jacente, le modèle bioénergétique qui m'intéressait parce que j'avais appris filière énergétique, 0 à 10 secondes, phosphocréatine, jusqu'à 1 minute. Après, tu as le lactique et puis après, tu as l'aérobie. Et il se trouvait que, de par les mesures que tu pouvais faire avec cet outil, tu te rendais compte qu'en fait, ça tenait plus debout du tout, en fait. Même si dans ces dernières années, on a commencé à parler du fait que, en fait, non, c'est pas séquencé. Les filières se chevauchent un petit peu, elles travaillent toujours ensemble, mais dans différentes proportions. Et il s'avère que l'oxygène, il est tout le temps là. L'oxygène, tu fais un sprint, l'oxygène, il est utilisé instantanément. Donc que tu fasses du court, que tu fasses du long, l'oxygène, il est là et il est utilisé. Que tu fasses du court, que tu fasses du long, le lactate, il est produit, il est même dans ton sang au repos. Donc il n'y a pas d'alactique, il n'y a pas de lactique. Tout est lactique et tout est aérobie en gros. Et donc ça, c'était pour moi le truc qui m'a un peu attiré parce que le conditionnement, je pensais avoir compris. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais c'est pas possible, il faut tout que je rapprenne. Il faut que je change tous mes programmes d'entraînement. Voilà, au final, non, il ne faut surtout pas changer tous les programmes d'entraînement, il faut juste changer la raison pourquoi tu les utilises et qu'est-ce que tu penses travailler quand tu les utilises. Ça, c'était le petit raccourci parce que oui, pendant 9 mois, j'avais plus de cerveau et je me disais mais putain, mais je comprends plus rien, mais pourquoi ça marche pas. Mais non, change pas tes programmes, c'est juste que ce qu'on t'a raconté dans les bouquins et à l'école, c'est pas exactement comme ça que ça marche. C'est simplifié. Mais ça veut pas dire que tes programmes, ils marchent pas. Donc ça, c'était pour moi une conclusion super importante, une conclusion à retardement. Donc je le dis d'entrée de jeu, faut pas changer tout ce qu'on fait, faut juste peut-être changer le justificatif derrière. Et donc avec cet outil, tu peux mesurer justement ce qui se passe avec l'oxygène dans le muscle. Et je suis un peu tombé dans ce monde de la physiologie de l'entraînement, des sciences du sport et j'en suis pas encore ressorti. Et très franchement, je ne sais pas si je vais en ressortir parce que j'ai vraiment trouvé mon truc. Et donc, ça fait 1 an et demi maintenant que je passe... Alors, je coach accessoirement, mais je passe ensuite mes journées à m'éduquer sur le sujet, à comprendre cette technologie parmi d'autres, mais vraiment les ramifications au niveau de ce qui se passe au niveau énergétique, de qu'est-ce que ça veut dire pour l'entraînement, de qu'est-ce qu'il faut prendre en compte dans le contexte pour faire en sorte que les choses avancent mieux. C'est pas que des filières, on a un cœur, on a un système respiratoire, on a un système nerveux, on a le système vasculaire, on a toutes ces choses qui interagissent. Et si on veut faire notre boulot correctement, ce serait bien de comprendre comment ces choses travaillent ensemble. Donc c'est vraiment là-dessus que je me focalise à l'heure actuelle. Et donc le Moxy, c'est un outil que j'utilise parmi d'autres, avec lequel notamment je fais ce que j'appelle un bilan, un profil physiologique. Donc c'est un test d'effort pour ceux qui sont déjà allés dans le labo, qui ont mis un masque pour faire un ramp.
en général pas le même format, parce que je prends un format un peu plus long pour justement pouvoir voir une distribution d'intensité plus importante, avoir le spectre complet des intensités si tu veux, et voir comment justement tous ces systèmes interagissent durant l'effort. Donc à 100 watts, comment est-ce que ton système respiratoire se comporte, cardiovasculaire, système nerveux, le muscle, encore une fois en local avec le Moxy, toutes ces choses-là, 100 watts, 150 watts, 200 watts, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut en extraire? Est-ce qu'on peut en extraire des seuils qui vont ensuite nous permettre de mieux distribuer nos intensités d'entraînement pour faire en sorte que quand on s'entraîne à la bonne intensité, les bonnes adaptations se passent, prennent place et donc on a ce qu'on veut. Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'on peut établir des pistes de travail par rapport à ce profil-là, parce que pas deux personnes sont pareilles et donc deux personnes qui font du vélo, elles n'ont pas nécessairement besoin de la même chose et donc ce profil complet va nous permettre de déterminer de quoi est-ce qu'ils auraient besoin en priorité et pourquoi, et essayer de le quantifier avec les outils qu'on a. Ensuite d'intervenir avec un certain programme d'entraînement et idéalement de faire un retest derrière et périodiquement pour voir les améliorations, 2 recalibrer les intensités, 3 établir de nouveaux axes de travail avec le nouveau profil, parce que la physiologie ça change. Juste parce que tu faisais ton travail de fond à 140 BPM il y a un an, ça ne veut pas dire que tu dois encore le faire à 140 aujourd'hui. Il y a de très bonnes chances que si tu as bien fait ton entraînement, tu es complètement à côté de la plaque maintenant alors que tu étais complètement juste il y a un an. Donc ça, c'est un peu le fond du travail que je fais. Et maintenant, de par tout ça, et je pense en grande partie grâce à la com que je fais sur tout le travail effectué, notamment sur ma chaîne YouTube, le podcast, et de plus en plus de coachs sont intéressés par ces outils, par ces approches et à comprendre comment ils peuvent les mettre en application. Et donc, j'ai commencé à offrir, la semaine dernière, j'ai eu mes 2 premiers jours de formation pour les coachs, pour justement savoir comment, ou pas leur expliquer parce que je n'ai pas tout compris encore, mais pour leur montrer ma manière d'opérer avec ces outils-là et comment les mettre en application pour effectuer ce genre de test, comment interpréter les données qui sont collectées. Ça, c'est, comme je te disais avant, la chose qui manque à l'heure actuelle avec cet outil. C'est vraiment un outil qui est génial. Mais c'est un outil qui est un petit peu coûteux. Et 2, il y a très très peu d'informations. En tout cas, il n'y a aucune structure qui te permette de facilement et rapidement interpréter les données derrière. Ouais, on en parlait tout à l'heure justement, et la question que je te posais, c'est aujourd'hui à qui ça s'adresse, ce que tu fais. On parlait aussi dans l'avenir, comment on pourrait simplifier ça. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui est capable de comprendre ce que tu viens d'expliquer, et pas forcément tous les coachs non plus qui travaillent pas forcément dans du sport d'endurance ou dans de la préparation physique. Ça peut être monsieur, madame, tout le monde qui sont dans de la remise en forme. Ouais. Et comme ça prend beaucoup de temps de faire ces tests, de les analyser, etc. Aujourd'hui, ça s'adresse pas à tout le monde. Le test dont je parlais et que moi j'effectue, non, c'est effectivement pas pour tout le monde. Je travaille principalement avec comme tu l'as dit, des athlètes dans les sports d'endurance, donc des coureurs, des cyclistes, des triathlètes, de plus en plus des gens dans le crossfit aussi qui veulent juste peut-être mettre l'accent sur certains ergos, sur certaines modalités monostructurelles qu'ils ont envie de développer. Pour l'instant, il est vraiment là l'intérêt. Après, je suis tout à fait conscient du fait que ce soit une limitation de cette approche, c'est que c'est beaucoup d'équipements, c'est un test qui prend du temps, qui n'est pas fait pour tout le monde non plus, parce qu'il faut pouvoir se donner quand même, pas sur tout le test, mais sur la fin, c'est dur. Et par contre, j'essaye, tant bien que mal, en parallèle de tout ça, c'est donner des pistes justement sur comment tu pourrais déterminer ces choses-là avec moins de matériel et à un moindre coût et avec moins de temps peut-être avec tes clients justement, parce que est-ce que je suis d'accord ou est-ce que je ne suis pas d'accord? Quand tu as dit les choses dont j'ai parlé avant, c'est peut-être pas abordable ou c'est pas accessible à tous les coachs. À mon avis, ça devrait l'être. Ça ne l'est pas à l'heure actuelle, je pense, mais ça devrait l'être, parce que même si tu n'es pas dans le monde de l'endurance, mais que tu fais du travail de conditionnement avec tes clients ou clientes, peu importe leur âge, peu importe leur situation, de comprendre ces notions-là. Et à mon avis, ce n'est pas des notions qui sont compliquées, si elles sont bien apportées, mais de bien les comprendre, de savoir ce qu'elles veulent dire, de savoir ce que c'est un seuil, de savoir ce qui se passe en dessous de ton premier seuil, de savoir ce qui se passe entre tes 2 seuils. Le problème, c'est que on ne s'aide pas trop parce qu'il y a 7000 manières de définir un seuil.
Tu peux le faire au lactate. Après, je pense qu'il y a en tout cas un graphique qui a tous les différents points d'inflexion avec les différentes méthodes d'analyse pour déterminer un point d'inflexion justement au niveau d'une courbe de lactatémie. Je crois qu'il doit y avoir en tout cas 12 à 15 méthodes différentes juste avec le lactate, avec tous les problèmes qu'il y a avec le lactate. Mais après, tu as les seuils ventilatoires, après tu as la puissance critique, après maintenant on parle de seuil de la variabilité cardiaque, on a énormément de choses et j'ai pas trouvé encore, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'amener une synthèse sur tout ça et de se dire tous ces trucs-là en fait c'est la même chose mais d'un point de vue différent. Ton SV, donc ton seuil ventilatoire, tu regardes comment la personne respire et ça va te donner des indications quand ils vont passer justement un certain cap qui te dit qu'ils ont passé un seuil. Au niveau de la variabilité cardiaque, tu peux faire la même chose. La lactatémie, ça te dit la même chose, mais ce qui se passe au niveau de la circulation systémique, avec le MOXIE, tu peux le faire aussi au niveau périphérique, donc au niveau du muscle, et tu arrives à déterminer ces points d'inflexion également. Donc c'est tout la même chose, mais on parle 7000 langues différentes, et au final, c'est normal que les gens y soient perdus. Quand j'ai commencé à me plonger là-dedans, j'étais perdu pendant 3 mois aussi, jusqu'à ce que j'aille chercher dans tous les sports d'endurance, recouper toutes les informations et me dire ah ok, ça veut dire ça et ça veut dire ça, et au final c'est juste des mots différents mais qui veulent dire la même chose pour certaines personnes selon les outils, selon les pratiques, etc. Mais je pense que ça devrait être accessible à tout un chacun, parce que si on veut parler conditionnement, c'est des concepts qui sont importants à comprendre et peut-être pas à mettre en application de fond en comble du début à la fin et à quantifier sur toutes les séances, etc. mais pour se donner des repères et pour savoir qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qui est important, dans quel contexte, pour qui, comment et pourquoi. Je pense que ça doit être accessible. D'où, encore une fois, le travail que j'essaie d'effectuer, d'apporter en gros au travers de ce que moi j'apprends, parce que ce que je relate notamment sur ma chaîne YouTube, je ne l'invente pas, c'est vraiment mon processus d'apprentissage, et de le formaliser pour essayer de l'apporter à quelqu'un d'autre et de bien l'expliquer, moi ça m'aide à mieux le comprendre. Et au travers de ça, j'espère aussi pouvoir amener ces sujets qui, à mon sens, sont fondamentaux à un public un petit peu plus large. Mais pour finalement répondre à ta question, non, ce n'est pas des tests qui sont faits pour tout le monde. Ce n'est pas des outils à l'heure actuelle qui sont à maturité encore. C'est des outils qui sont encore jeunes. Comme je t'ai dit, il y a très peu de structures derrière pour nous aider à les utiliser. Comme je te disais avant, je pense que le MOXIE notamment, une fois que le coût aura drastiquement baissé et une fois que le software et tout ce qui découle des informations, des données ou de l'interprétation des données aura été développé dans les années qui viennent, ça va s'apparenter à un cardiofréquencemètre. Tout le monde en a un, tu le mets et il va te donner des informations pertinentes sur ce que tu es en train de faire, à quelle intensité tu dois travailler. Et comme je te disais avant, l'avantage du MOXIE, c'est que si on parle, pour ceux qui peut-être connaissent déjà ces concepts, pour ceux qui ne les connaissent pas, vous pouvez aller voir mes vidéos sur ma chaîne YouTube, mais pour ceux qui comprennent les concepts de seuil et de domaine d'intensité, à l'heure actuelle, il faut les déterminer au travers d'un test, et il y a très peu de manières pour les quantifier en temps réel sur chaque séance, sans que ce soit vraiment chiant ou très invasif. Si tu pars en montagne et que tu vas t'entraîner, tes seuils vont changer parce que altitude. S'il fait très très chaud ou que tu es très très fatigué, tes seuils, c'est plus les mêmes non plus. Donc, à l'heure actuelle, tu as peu d'outils qui te permettent d'ajuster ces choses-là en temps réel. Et le MOXIE, notamment, parmi d'autres, est un outil qui, à mon avis, à l'avenir, sera extrêmement intéressant pour ça, pour non seulement personnaliser l'approche, mais aussi l'adapter au jour le jour selon l'état de fatigue de la personne, selon l'environnement externe. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que je pense que ça va être un outil qui a du potentiel pour l'avenir. Mais encore une fois, à l'heure actuelle, il n'y a pas de structure derrière. Il faut être prêt à se mettre sur un Google Sheets et puis à regarder un CSV droit dans les yeux et puis essayer de comprendre comment extraire certaines informations de ces données brutes. Et donc, non, c'est pour l'instant clairement pas à la portée de tout le monde, mais les gens qui s'y intéressent et qui voient un intérêt, soit pour leur activité présente ou future, ils commencent à demander un petit peu plus, d'où les journées de formation que j'ai commencé à faire autour de cet outil notamment. Trop cool. Si je résume rapidement pour ceux qui nous écoutent, tous ceux qui ont des athlètes en endurance, essentiellement en CrossFit, ça peut être intéressant déjà pour eux de venir vers toi pour se former.
Pour tous les autres qui n'ont pas forcément des gens avec des objectifs de performance ou en tout cas des objectifs aussi précis, on les invite à te suivre dans tous les cas et puis à suivre les contenus que tu vas faire à l'avenir pour aussi simplifier et puis vulgariser peut-être l'outil. Et ça peut être utile beaucoup plus à l'avenir aussi. Et on en parlait à l'image des clubs comme The Orange Theory qui ont vraiment vulgarisé le concept des seuils de fréquence cardiaque pour l'entraînement. Bah là, peut-être qu'à terme, on sera sur de la vulgarisation grâce au Moxy Monitor. Soit ça, soit d'autres. Comme je t'ai dit, il y a d'autres outils qui sont super intéressants et j'essaie d'être large dans mon approche aussi. Il n'y a pas que ça. Et pour être complètement transparent, Moxy, ils sont sponsors pour mon podcast. C'est une entreprise avec qui je bosse maintenant depuis... je réfléchis parce que ça fait un moment maintenant. Ça va faire 1 an, je crois. Donc, donc j'ai un biais qui est évident. Mais en même temps, j'adore ce qu'ils font et j'adore bosser avec leur matos et c'est un matos qui est extrêmement fiable. Donc, j'ai aucun problème à le recommander, chose que je ne ferais pas avec un outil qui ne me convient pas. Ça, c'est quelque chose avec lequel j'essaie d'être assez clair. Je suis affilié avec pas mal d'entreprises ou d'outils d'entreprises qui fournissent des produits ou des outils que j'utilise. Mais il y en a aussi d'autres dans le marché avec qui je refuse de m'associer. Je ne dirais pas leur nom parce que ce n'est pas le cadre pour le faire. Mais voilà, je pense que c'était important de le dire. Mais encore une fois, au-delà du Moxy, il y a d'autres outils qui sont beaucoup plus accessibles, comme par exemple un cardiofréquencemètre. Donc si tu as un Polar H10, qui est à l'heure actuelle le meilleur que tu puisses avoir, qui coûte la modique somme de 80 ou 90 francs, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment accessible. Et ben déjà avec ça, tu peux faire des trucs super intéressants, comme je disais avant, notamment avec la variabilité cardiaque pendant l'effort. Il y a des choses qui se développent de ce côté-là et qui sont vraiment accessibles à tous et qui pourraient nous permettre d'emmener ce qu'on fait au jour le jour, que ce soit avec des athlètes ou des clients, un petit peu plus loin, avec un côté pratique et extrêmement pragmatique, parce qu'encore une fois, j'adore ce que je fais et j'adore tous les outils que j'utilise, mais mon but, c'est pas que tout le monde achète tout ça pour le faire et j'essaye vraiment de travailler dur pour trouver des moyens de soit faire ce que je fais, soit en tout cas extraire une partie des informations que je suis capable d'extraire avec très très peu de moyens et pour justement que ce soit accessible, parce qu'à mon avis, ça n'a pas besoin d'être aussi inaccessible que ça l'est aujourd'hui. Pour simplifier. Moi, j'ai envie de te poser la dernière question que je pose à tout le monde dans le podcast. Vas-y. À ton avis, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans le secteur, dans notre secteur, que ce soit au niveau des salles, des coachs, des entrepreneurs? C'est open. Un peu plus de communication, un peu plus d'ouverture d'esprit entre nous. Encore une fois, je reviens sur le sujet que j'ai apporté plus tôt, mais il faut qu'on commence à se parler un petit peu plus. Il faut qu'on commence à se voir comme des collaborateurs, dans le bon sens du terme, et qu'on commence à s'entraider pour tirer tout le monde vers le haut et arrêter de se tirer dans les pattes parce que ça sert vraiment à rien. On n'aide personne en se tirant dans les pattes et on a beaucoup à apprendre de tout le monde, moi le premier, et je pense que si on tend vers ces idéaux-là, je pense qu'on en sortira tous gagnants. Merci Shane, merci pour cette discussion. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Partout. Principalement sur YouTube. Ma chaîne, elle s'appelle Upside Strength. Mon podcast, il s'appelle Upside Strength. Mon Instagram, il s'appelle Upside Strength. Donc, si tu tapes ces mots-là, tu me trouveras quelque part. Super, merci beaucoup. Nous, c'est FindSport, FIIND_sport sur Instagram. Et on se réjouit d'avoir vos commentaires sur ce podcast aussi. Si vous avez encore d'autres questions pour Shane, on refera un épisode. Et en tout cas, merci beaucoup encore. Merci à toi.